Merci beaucoup. On va prendre la direction de l'hôpital Broca. Ils sont là pour donc la dernière présentation. Le docteur, alors j'espère que je viens de le dire, Insa Hernandorena, c'est ça? Super. Normalement, je devrais, étant originaire du Pays Basque, je devrais savoir le dire facilement. Oh là là, oui. Oh là là, oui. Et le docteur Mathieu Piccoli, donc, qui est le président de l'Association des jeunes gériatres. Ils sont tous les deux médecins donc, à l'hôpital Broca. Et je vous laisse la parole pour la thématique tournée autour de ça. Covid et dénutrition, que se passe-t-il? Vous allez tout nous dire. C'est à vous. Merci beaucoup Arnaud et merci beaucoup Fanny. Merci beaucoup aussi à l'ensemble du collectif de lutte contre la dénutrition de nous avoir associés à cette semaine de lutte contre la dénutrition. Donc moi je suis le docteur Piccoli, je suis praticien hospitalier à Broca, le président de l'association des jeunes gériatres. On ne va pas revenir là-dessus. Et donc, je vais vous partager tout de suite le petit support qu'on a préparé, si la technique fonctionne, puisque tout à l'heure, elle nous a redémarré en pleine tête. Normalement, c'est tout bon. Donc, on avait dit qu'on ne parlerait pas trop de la Covid-19, mais un petit peu quand même. Et donc, on va commencer par aborder des choses qui sont importantes dans la prise en charge de la dénutrition, que ce soit en ville ou à l'hôpital, mais sur lesquelles on ne va pas nécessairement s'adapter parce que ce n'est pas forcément l'objet, alors que pourtant, c'est des éléments sur lesquels la société dans son ensemble devrait peut-être un petit peu réfléchir. L'organisation des parcours et la place des aidants, surtout en ce moment avec les restrictions des visites dans un certain nombre d'institutions, le mauvais remboursement de la diététique en dehors des consultations médicales ou des compléments nutritionnels oraux, alors que du coup, on sait quand même que aller chez le médecin est parfois un petit peu difficile. Le mauvais remboursement de l'activité physique adaptée, alors qu'on en connaît particulièrement ses bienfaits en termes de morbimortalité. On ne parlera pas non plus du taux d'encadrement à domicile, à l'hôpital et en EHPAD, que ce soit pour porter de l'assistance aux personnes pour qu'elles puissent manger correctement, ni du nombre de personnes présentes et de l'activité qui est souvent surchargée des services diététiques. On ne parlera pas non plus des horaires, de la durée, de la qualité des repas à l'hôpital et en EHPAD, ni non plus du jeûne prolongé si on fait un repas du dîner un peu trop tôt. Et on ne parlera pas non plus de la prise en charge nutritionnelle en réanimation ou après hospitalisation dans le cadre de prise en charge extrêmement codifiée et réalisée par une équipe pluriprofessionnelle. Donc c'est vrai que ça donne l'impression qu'on ne va pas parler de grand-chose, mais en réalité, on va quand même s'intéresser un petit peu à cette maladie virale, hautement contagieuse, avec des symptômes qui sont liés à un syndrome grippal de courte durée, avec une première phase de maladie qu'on appelle un peu virale, qui commence avec des myalgies, des chutes, de la toux, plus ou moins de la fièvre. C'est souvent une période un peu légère, asymptomatique ou paucisymptomatique, qui va évoluer au domicile, mais c'est déjà à ce moment-là que va apparaître le risque de dénutrition. Souvenons-nous chez les personnes âgées qui sont atteintes par la grippe, que cette grippe, elle va décompenser un petit peu tout, avec des conséquences nutritionnelles qui vont largement dépasser la durée de l'infection. Et c'est malheureusement du coup là que va s'installer cette dénutrition avant même le début de la phase inflammatoire de cette maladie qui, elle, va faire la gravité de la maladie Covid-19 avec des formes modérées, sévères, voire critiques, avec l'orage cytokinique, les complications thrombotiques, les surinfections, l'ensemble des complications de l'hospitalisation qui vont du coup à la fois augmenter dans cette phase inflammatoire et qui du coup va correspondre à une situation qui va générer beaucoup plus de dénutrition. Si on regarde la Covid-19, eh bien, la présentation clinique de cette maladie est une présentation qui va favoriser la dénutrition. Quand on regarde l'étude qui a été faite par le groupe de la SFGG autour de la Covid-19 chez les patients âgés de plus de 80 ans par rapport aux patients qui sont plus jeunes, eh bien, on est vraiment dans la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas trop d'habitude. On a des présentations avec une augmentation de la fréquence des chutes, une augmentation de l'asthénie qui est vraiment extrêmement sévère chez les patients les plus âgés, une augmentation de la dyspnée, des symptômes digestifs, de la confusion. On a un petit peu moins d'anosmie et d'agueusie, mais c'est probablement parce que la sensibilité olfactive, elle va diminuer avec l'âge et donc que c'est déjà dans la population âgée quelque chose qui est un petit peu prégnant.
Et par contre, on va voir une augmentation de la part des comorbidités cardiovasculaires chez les patients les plus âgés qui seront hospitalisés pour Covid-19, mais on sait que c'est une prévalence qui augmente également avec l'âge. Et du coup, la Covid-19 va nous mettre dans une situation de double peine nutritionnelle. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une augmentation du catabolisme avec l'état inflammatoire et l'ensemble des symptômes qui vont conduire à l'augmentation du travail ventilatoire. Et tout cela, naturellement, ça va consommer énormément d'énergie et de protéines. Et de l'autre côté, on a tout un tas de facteurs qui vont diminuer la capacité de la personne à s'alimenter correctement et donc diminuer ses apports énergétiques. On va commencer naturellement avec l'anorexie qui est liée à toute infection sévère et sans parler de la qualité des plateaux hospitaliers. On a également la fatigue intense, naturellement les symptômes digestifs qui vont faire qu'on n'a pas tellement envie de manger quand on est en train de vomir, l'impression qu'on court un marathon dès qu'on boit une soupe, nécessairement cette dyspnée, eh bien, elle va gêner la prise alimentaire. Donc, on est vraiment dans une situation où les apports alimentaires vont être beaucoup plus difficiles à prendre de manière correcte. Alors, du côté des traitements, que ce soit la corticothérapie ou l'oxygène, on a à la fois une action anti-inflammatoire des corticoïdes, une action un petit peu orexigène et qui lutte un petit peu contre la fatigue. Ça va aussi diminuer un petit peu les symptômes. Mais, vous le savez, les corticoïdes, ça augmente aussi le catabolisme, ça va aggraver la fonte musculaire, et avec l'O2 qui assèche la bouche, on va se retrouver dans une situation, c'est pour ça que j'ai remis un petit peu le schéma que tout le monde connaît en gériatrie du professeur Bouchon, qui du coup nous fait aggraver un certain nombre de choses. Et le dernier point qui est vraiment fondamental, c'est que malheureusement, la prise en charge diététique ne va pas forcément être démarrée quand la personne sera au domicile ou au début de sa prise en charge. Ça ne sera pas forcément repéré, ce sera insidieux, et c'est là où la dénutrition va arriver. Et quand on regarde pour les personnes qui sont hospitalisées pour Covid-19, la prévalence de la dénutrition, elle est évidemment relativement importante puisqu'on a pas moins de 40% des patients hospitalisés en dehors des soins critiques sur la gauche du graphe qui sont atteints de dénutrition. Et évidemment, ça passe à un petit peu plus puisqu'on est à peu près à 2/3 des patients hospitalisés en réanimation qui vont avoir un diagnostic de dénutrition. Et on le sait aussi que les syndromes gériatriques et la dénutrition vont s'associer malheureusement dans les effets néfastes et ils vont augmenter la mortalité, les complications, en particulier les complications infectieuses, la durée du séjour, et tout cela va conduire malheureusement à une augmentation de la perte d'indépendance fonctionnelle. Donc, pour essayer de lutter un petit peu contre tout ça et lutter contre la dénutrition, eh bien, on est face à des traitements, pour commencer, qui seront des traitements symptomatiques. On va donc traiter les symptômes qui limitent la prise alimentaire, et ça fait partie aussi de la prise en charge nutritionnelle. La douleur, systématique dans nos services, il faut systématiquement y penser. L'ensemble des symptômes qui peuvent être gênants, je ne vous apprends rien du coup, on ne va pas forcément s'attarder sur ce genre de choses-là. Peut-être signaler que quand on est extrêmement gêné pour respirer, eh bien c'est compliqué de faire les 3 gros repas dans la journée, et donc il ne faut pas hésiter à fractionner les repas, à faire des collations et à proposer vraiment des repas extrêmement enrichis, quitte à ce que ce soit des petites quantités quasiment tout le temps, mais vraiment fractionnés pour faciliter la prise alimentaire. Et puis, peut-être s'attarder sur 3 traitements qui ont été prouvés au Rexigène, même si ce n'est pas véritablement des très hauts niveaux de preuve et que ça a plutôt été prouvé dans la pathologie cancéreuse, qui sont les corticoïdes, et là, ils sont recommandés dans la Covid-19 dès lors qu'il y a besoin d'une oxygénothérapie à plus de 3 litres par minute. La myrtazapine, que nous, on va introduire plutôt lorsqu'il y aura des symptômes de dépression, dans le cadre des recommandations, et la mélatonine lorsqu'il y aura des troubles du sommeil. Sur l'ordonnance, on va cibler un certain nombre d'objectifs. Alors, ce ne sera pas forcément toujours facile de rentrer dans les objectifs caloriques et protidiques compte tenu de la difficulté à avoir les apports alimentaires, mais gardons un petit peu ce schéma en tête et cette cible. Évidemment, INSA tout à l'heure va nous parler de comment est-ce qu'on va l'atteindre de manière un petit peu plus progressive pour éviter les complications.
Ce qu'il faut retenir, c'est que l'apport de la prise en charge pluridisciplinaire est fondamental. On a besoin d'avoir des services diététiques avec un lien énorme avec les services de cuisine. Retenons donc que tout Covid doit bénéficier d'une évaluation nutritionnelle et d'une prise en charge diététique. Retenons aussi que le poids se surveille une fois par semaine lorsqu'on est atteint de la Covid. Et si jamais on ne peut pas avoir d'avis diététique, eh bien, balançons au moins 3 compléments nutritionnels oraux, quoi qu'il arrive, et après, on pourra éventuellement réfléchir. Si jamais vous avez des corticoïdes, n'oublions pas les complications de dyskaliémie, notamment l'hypokaliémie et l'hypocalcémie, et donc supplémentons s'il y a ce genre de choses-là. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, vous avez ici les QR codes. Si jamais vous avez vos smartphones, c'est le moment de les sortir, où on vous a mis du coup les avis d'experts de la Société française de nutrition clinique et de métabolisme, qui sont du coup ceux qui citent vraiment les objectifs nutritionnels. Les fiches pratiques justement pour pouvoir avoir un petit peu les différents conseils sur comment est-ce qu'on met les choses en pratique, s'il faut se poser un petit peu pour y réfléchir. Et puis on a parlé un petit peu tout à l'heure d'activité physique adaptée. Lorsqu'on n'a pas de matériel et qu'on a juste notre bonne volonté, eh bien on peut aller sur le programme Vivifrail et retrouver, en fonction de la situation de chaque personne, des exercices qui sont conseillés pour augmenter un petit peu les capacités fonctionnelles et éviter la fonte musculaire. Évidemment, on respecte la fatigue et l'envie de la personne, mais il faut systématiquement proposer de sorte qu'il n'y ait pas les complications en cascade qui s'installent. Avant de laisser la parole à INSA, je voulais parler un petit peu de la rééducation olfactive avec nos collègues de la Société française d'ORL qui ont lancé cette alerte le 23 mars, qui conseille de repérer un certain nombre d'odeurs qui sont faciles à identifier, qu'on réalise 2 à 3 fois par jour avec des flacons sur lesquels il y a les étiquettes, et on lit l'étiquette avant de sentir pour pouvoir associer correctement l'information cognitive et olfactive et essayer de retrouver plus facilement les odeurs. Il y a une petite dédicace pour la coriandre en fonction des personnes pour qui ça sent le savon ou pas. Un petit mot sur l'isolement, sur le plan plutôt infectieux. Malheureusement, l'isolement va provoquer des complications physiques avec l'aggravation de la sarcopénie, les chutes, l'indépendance fonctionnelle qui va diminuer, des symptômes psychocognitifs avec un petit peu plus d'anxiété, de risque dépressif, d'agitation, de repli sur soi et éventuellement d'opposition, et aussi une composante sociale, puisqu'on a une diminution de stimulation physique, nutritive et sensorielle, et ça va malheureusement boucler sur un cercle vicieux. Et c'est du coup de notre devoir de rappeler à la continuité des services d'aide, que ce soit dans les institutions ou au domicile, d'avoir la vigilance des équipes mobiles, le soutien de l'HAD et d'essayer de reposer éventuellement la question des visites en institution. Il faut savoir qui on protège et je pense que c'est important de ne pas négliger cet aspect-là de manière éthique et de poser véritablement les 2 plateaux de la balance. Pour le domicile, lorsque ce n'est pas forcément facile d'avoir accès à une prise en charge diététique, pensons à des petites assiettes, mais qui seront énormément enrichies, avec du goût. Lorsqu'on perd un petit peu le goût, lorsqu'on a des épices, ce sera plus facile, surtout si c'est un peu moins sec. De chauffer le complément nutritionnel du matin, parce qu'il sera un petit peu meilleur, et ça donnera un petit peu le petit goût du café. De respecter ensuite les recommandations du Plan national nutrition santé pour éviter la dénutrition. Et si jamais on est atteint de cette maladie, eh bien d'enrichir le repas avec un certain nombre de petits trucs et astuces. On a tous un peu du beurre, des protéines en poudre sous forme de lait en poudre, etc., qu'on va pouvoir rajouter. Et puis, je vous ai mis une petite recette de blédine enrichie qu'on fait chez nous dans le service de soins de longue durée pour pouvoir avoir un petit peu ce goût sucré du matin, très riche. On sait qu'on va avoir davantage de besoins et moins de personnel parce que parfois ils seront malades ou déployés ailleurs avec des lits qui ferment. Et donc, n'hésitons pas à solliciter les hotlines parce que les effets psychocognitifs du confinement et du stress pandémique, même si on n'est pas atteint, eh bien, ça va se ressentir chez tout le monde. Petit mot sur la nutrition artificielle. Petit rappel, la nutrition n'a pas sa place si on doit contenir les personnes pour leur passer un traitement. Il y a des non-indications qui sont habituelles en gériatrie, que ce soit un projet palliatif
ou une maladie cognitive à un stade extrêmement sévère, qui font partie des recommandations européennes et françaises de bonnes pratiques de ne pas entreprendre de la nutrition artificielle dans ce genre de situation, que ce soit Covid ou pas Covid. En revanche, pour le cas où ces indications-là seraient posées, on l'entreprend quand on ne peut pas utiliser la voie orale avec des apports inférieurs à 70% des apports cibles qui sont visés à 48 heures, ou si jamais il y a une oxygénothérapie à un débit supérieur à 9 litres par minute. Dans ce cas-là, on va envisager plutôt une nutrition entérale par sonde nasogastrique, sauf s'il y a des vomissements importants ou un risque d'inhalation, et là notamment s'il y a une tachypnée supérieure à 30 par minute, et évidemment si l'instabilité respiratoire est d'une période de moins de 24 heures. Dans ces cas-là, on utilisera plutôt la nutrition parentérale. On atteindra les cibles progressivement en complément de l'alimentation par voie orale, que ce soit enrichie ou par complément nutritionnel, et on prévient le syndrome de renutrition inapproprié, dont INSA va nous parler juste maintenant. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'a rappelé Mathieu lors du début de son topo, la Covid-19, c'est une situation d'hypercatabolisme et c'est derrière, donc, via l'asthénie, la déshydratation, la fièvre, une situation de sous-nutrition ou de jeûne prolongé. Donc, le syndrome de renutrition inappropriée, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien en dehors des sphères de nutrition clinique, métabolisme, et puis donc de certaines unités de réanimation spécialisées. On a commencé à en parler pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite donc une production grandissante de papier à partir des années 70, lorsque l'on a commencé à travailler avec de la nutrition artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des manifestations biologiques et cliniques délétères qui surviennent lors de la renutrition de patients dénutris ou ayant subi un jeûne prolongé. Le SRI se manifeste lors de la rupture d'un jeûne ou après une longue période de sous-nutrition, lorsque l'on passe d'un état catabolique à un état anabolique, et ce, quelle que soit la voie d'administration des apports nutritionnels. Une incidence plus importante pour des renutritions parentérales et entérales, cependant, une incidence quand même non négligeable pour des apports nutritionnels oraux. La conséquence du SRI, ce sont des troubles hydroélectrolytiques qui sont, eux, à l'origine d'une défaillance multiviscérale. Quels sont ces troubles hydroélectrolytiques? L'hypophosphatémie, l'hypomagnésémie, l'hypokaliémie, et souvent la prévalence du SRI est assimilée à celle de l'hypophosphatémie. Cette diapo, pour vous préciser un petit peu les prévalences et la mortalité du SRI, qui est souvent donc sous-diagnostiquée et des prévalences qui sont probablement sous-estimées. Comme je vous l'ai dit, certaines équipes se sont beaucoup penchées sur l'hypophosphatémie pour décrire le SRI. Et donc, par exemple, en USI, il y aurait 34% d'hypophosphatémie liée à une renutrition après 48 heures de jeûne. En chirurgie et médecine interne, donc un papier de 2015, où 9% des patients seraient à risque de SRI, et donc 50% développeraient une hypophosphatémie, une hypocalémie ou une hypomagnésémie. Une mortalité extrêmement forte, entre 17 et 38% selon les papiers. Dernière publication, donc de 2010. C'est pas la dernière publication, mais cette publication date de 2010. Un peu de physiopathologie. Le jeûne ou une période de sous-nutrition, donc lors d'un épisode de Covid-19, c'est l'inactivation du métabolisme des glucides, l'activation du métabolisme des graisses et des protéines. L'inactivation du métabolisme des glucides induit une diminution de l'insulinémie, une augmentation du glucagon, et donc un passage des ions phosphate, magnésium, potassium et calcium vers le secteur extracellulaire. Les réserves de vitamine B1 s'épuisent. Pourquoi? Puisque la vitamine B1, elle est impliquée dans les métabolismes du jeûne, qui sont les métabolismes des graisses et des protéines, la néoglucogénèse, la glycogénolyse, l'oxydation des acides gras, la lipolyse. Donc si vous m'avez bien suivi, la renutrition, elle, c'est l'activation du métabolisme des glucides. Et donc,
on passe à la diminution de l'insulinémie, au pic d'insuline, qui, elle, provoque l'afflux intracellulaire massif d'ions, et donc le fameux encadré de la définition, l'hypophosphatémie, l'hypomagnésémie, l'hypokaliémie. L'afflux intracellulaire de glucose également, qui est lui à l'origine de la rétention hydrosodée, et on a aussi le déficit brutal et important en vitamine B1, qui a lui aussi tout son cortège de manifestations cliniques. Les manifestations cliniques du SRI, elles sont extrêmement exhaustives. On vous a mis à la fin un QR code sur une fiche hyper détaillée, hyper bien faite de la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme, qui rappelle toutes ces manifestations cliniques, organe par organe. Mais en gros, c'est rétention hydrosodée, décompensation cardiaque, troubles du rythme, encéphalopathie en tout genre, troubles du rythme, je l'ai dit, et insuffisance hépatocellulaire. Alors, la société savante anglaise NICE a décrit des facteurs de risque très précis de SRI, des critères majeurs. Il suffit d'un seul critère, l'IMC inférieur à 16, une perte de poids involontaire supérieure à 15% en 3 à 6 mois, aucun ingestat ou des ingestats limités pendant plus de 10 jours, ou bien, avant la renutrition, une hypophosphatémie ou une hypocalémie ou une hypomagnésémie. Les critères mineurs, 2, il en faut 2 à ce moment-là, un IMC entre 16 et 18, une perte de poids involontaire supérieure à 10% en 3 à 6 mois, aucune ingestat ou des ingestats limités pendant 5 jours, et des antécédents d'alcoolisme chronique ou de prise de certains médicaments, et je vous le donne dans le mille, on a l'insuline, les diurétiques et les IPP. Donc avec tout ça, entre les formes très sévères que subissent nos patients, les critères de dénutrition déjà connus chez nos patients et les facteurs de risque de SRI, il y a quand même des arguments pour essayer de prévenir en tout cas le SRI et de le prendre en charge si on le met en évidence. Donc, nous, on est plutôt dans les unités Covid, quel que soit donc, si les ingestats de nos patients sont maintenus au-delà de 50% des besoins, on est quand même à risque de SRI, on l'a dit. Il faut un bilan biologique systématique avec le dosage de la phosphorémie, la magnésémie, la calcémie corrigée, et une supplémentation systématique, quel que soit le déficit mis en évidence par le bilan étiologique le bilan biologique avant renutrition. La supplémentation systématique PEROS, c'est du phosphore, l'hydrosol, donc c'est tout un tas de vitamines. Il y a la vitamine A, la B1, la B5, la B6, la PP, la B9, j'ai dit la vitamine C, enfin bon, il y a tout un tas de vitamines. La vitamine B1 en particulier, comme je vous l'ai dit, qui va être recrutée, hyper mobilisée pendant la phase de jeûne, et en 48 heures, 72 heures de jeûne, on épuise, quelles que soient nos réserves au départ, nos réserves en vitamine B1, le magnésium et la vitamine D. En cas de déficit particulier donc sur notre bilan, évidemment, on supplémente de manière spécifique le potassium, le magnésium, le phosphore et le calcium. À droite de la fiche, la situation de réanimation ou post-réanimation avec les supplémentations vitaminiques chez les patients qui seraient donc en post-réanimation ou incapables de prendre les supplémentations PEROS. Voilà. Ensuite, dernière partie de la fiche. Déjà, donc vous avez dans ce petit encadré, donc vous pouvez retrouver ici. Alors non, ça c'est le détail du SRI par la SFNCM en 2019. La fiche 3, il suffit de taper fiche 3 SFNCM 2020 et puis vous les avez après. Voilà, donc le petit encadré avec donc tout ce qu'il faut faire en fonction de la profondeur du déficit en phosphore. Voilà, on balance du faucitan. Et puis ensuite, surtout, Mathieu vous en a parlé, l'idée en fait du SRI, c'est que forcément pour le prévenir, il faut également y aller doucement sur la renutrition. D'où l'importance de la prise en charge pluridisciplinaire et de la permanence en fait de l'équipe de diététique dans nos services.
Donc, on commence en fonction donc, du risque de SRI. Le rouge, c'est bien sûr le haut risque, et puis en haut, c'est le risque. Vous voyez donc, en fonction des jours qui passent et donc de la renutrition, un objectif d'apport calorique qui va grandissant, mais qui est quand même bien progressif. Il faut jamais, pour éviter le SRI, il ne faut jamais initier donc, la renutrition sans avoir donc, corrigé l'hypokaliémie, l'hypophosphorémie, l'hypomagnésiémie du SRI. Voilà. Et donc, voici... Ah non, le QR code, vous l'avez là. Si vous voulez tout savoir sur le SRI, vous avez tout là. Et voilà. Et du coup, on remercie énormément le collectif de lutte contre la dénutrition. Je vous ai mis le QR et le lien. On vous a mis tout ça pour pouvoir retrouver un certain nombre de ressources dessus. Le site de l'association des jeunes gériatres pour poursuivre un petit peu, que ce soit la discussion ou éventuellement les réponses à ces questions-là. N'hésitez pas à nous rejoindre. D'ailleurs, on renouvelle le CA bientôt. Il y a l'Assemblée Générale. Petite parenthèse, publicité pour l'association. Et si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. En attendant que nos deux acolytes qui se chargent de la modération nous donnent un petit peu les questions de la salle, si je puis dire, après, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce webinaire. Répondez à ce petit questionnaire, le QR code ou le lien. Ça nous sera très utile. Et puis, si jamais vous avez envie qu'on fasse d'autres webinaires sur d'autres thèmes, voire participer, eh bien, répondez. N'hésitez pas. Pardon. Merci beaucoup Mathieu et Insa pour cette présentation. Première question, j'ai 3 questions, c'est parfait, ça va aller vite, et comme ça vous allez pouvoir répondre à ces questions. Est-ce qu'un complément nutritionnel oral à donner le soir est peut être intéressant pour réduire le jeûne prolongé? Ça va dépendre naturellement de l'appétit des personnes. On insiste sur le fait que dans le titre, l'appellation complément nutritionnel oraux, il y a déjà le terme complément. Donc, évidemment, on préfère que les gens mangent leur repas enrichi, que du coup, ils ne soient pas rendus complètement dégoûtés de l'alimentation à cause du complément. Mais s'ils ont encore un petit peu faim après, pour la collation du soir avant de se coucher, raisonnablement, on attend 30 minutes avant de se réallonger complètement, eh bien, pourquoi pas, c'est une très bonne idée. D'accord, merci. Est-ce que, alors, il y a une question qui te demande de repréciser, alors peut-être qu'on enverra la recette de Blédine, ou en tout cas de revenir sur l'utilisation de la Blédine dans ton service et de récupérer la recette. Voilà, il te remercie. Donc voilà. Il faut prendre du lait, 150 millilitres. Tu rajoutes 3 doses de Blédine, comme dans les biberons, mais c'est dans un bol. Un carré de beurre, les carrés classiques, un carré de miel, un sachet de sucre, tu mélanges bien, tu passes un peu au micro-ondes, pas trop non plus, tu vérifies que ce soit pas trop chaud, et c'est bon. Et là, ça te fait un bon petit déjeuner bien riche, qui colle bien à l'estomac. Parfait. Dès demain. Testé et approuvé en sortie de garde. Très bien, ça fait rêver. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous avez bien noté. On vous redonnera la recette par écrit, bien sûr, dans les recettes de grand-mère de Mathieu. On va faire une nouvelle rubrique. Ça a l'air très bien. Dernière question, c'est pour Insa. C'est est-ce que tu peux détailler, alors je crois que ça n'a pas été très bien compris, les déficits en minéraux et en vitamine B1 qui ont lieu pendant l'étape de renutrition. Il y a des questions là-dessus. On va remettre la diapo. En fait, le déficit en B1, c'est surtout pendant la période de jeûne où on inactive. Alors, le glucose, c'est le carburant normal. Et donc, pendant la période de jeûne, on le met de côté, il est plus disponible, hein, clairement. Donc, on active donc, le métabolisme des graisses et des protéines. Donc là, je vous invite à reprendre vos cours de P2. La glycogénolyse, la néoglucogénèse, la lipolyse, l'oxydation des acides gras. Et en fait, il y a un facteur extrêmement important pour le cycle de glycogénolyse, enfin de toutes ces voies métaboliques du jeûne, donc les voies métaboliques des graisses et des protéines, c'est la vitamine B1. Et en fait, elle est extrêmement mobilisée et quel que soit
le déficit au départ, même pour quelqu'un qui n'a pas de déficit en vitamine B1, qui est a priori en bonne santé, en 48-72 heures de jeûne, on épuise déjà nos réserves en vitamine B1. Donc déjà, voilà. Et ensuite, donc, pour les déficits en ions, alors, pendant la période de sous-nutrition, il n'y a pas tellement, il n'y a pas tellement de différence entre le secteur extracellulaire et l'intracellulaire. C'est plutôt au moment de la renutrition où il y a un pic brutal d'insuline parce qu'il y a un pic brutal de glucose. Donc ça, vous l'avez normalement appris, c'est dans le chapitre de l'hypercalémie. Quand on a un pic d'insuline, on a un passage donc de tout un tas d'ions du secteur extracellulaire au secteur intracellulaire, et donc on se retrouve avec des hypophosphatémies, des hypomagnésémies et une hypokaliémie. Je ne sais pas si je peux mieux expliquer que ça. C'est parfait. De toute façon, tout le monde est en train de chercher et dépoussiérer ces cours de P2 là, pour les médecins qui nous suivent. Ils sont tous en train de dire ressors-moi ça, etc. Donc voilà, vous allez pouvoir replonger là-dessus. C'est la période de confinement, c'est parfait pour refaire ce type de choses. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, les réponses à ces questions.